marketing, donc dans les fonctions. Et au-delà de ça, donc je suis une passionnée donc, du marketing, je suis une passionnée des ventes et je suis aussi une passionnée de recherche des solutions, de se poser toujours la question pourquoi et comment on peut avancer. Et après ça, je suis aussi, après avoir exercé pendant longtemps dans les autres entreprises, dans les multinationales, je suis aujourd'hui entrepreneur, je travaille pour mon propre compte. Donc, j'ai mis en place plusieurs projets que je gère et qui marchent bien, sans problème. Et chaque jour, on apprend. C'est comme ça que là, je suis là pour partager mon expérience de par tout ce que j'ai appris d'abord dans l'exercice de mes fonctions et aussi maintenant que je suis à mon propre compte. Ça ne veut pas dire que je connais tout, mais c'est juste, je vais partager ce que je sais et après, ça reste toujours complémentaire. Voilà donc ma petite présentation. Merci. Et Madame Théu pour votre présentation. Alors, on va donner la parole à Stéphanie Kanga. Alors, moi, je suis Stéphanie Nkanga, j'habite en France et présentement, je suis salariée. Je travaille au service commercial d'une entreprise ici en France qui est dans le traitement d'eau. Et en parallèle, je suis business developer pour une entreprise qui est basée au Congo, donc une entreprise qui vend des terrains. Et moi, j'œuvre pour le compte de la diaspora ici en France. Et de temps en temps, enfin, j'ai eu aussi à faire du commerce pour mon propre compte, dans les produits, tout ce qui est produits cosmétiques et aussi des vêtements. Donc voilà, un peu. Puis il y a d'autres projets qui sont en cours. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Merci, merci en tout cas. Je pense que les personnes qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre un peu plus tard sur notre plateforme YouTube pourront avoir une idée de nos intervenants parce que c'est toujours important de connaître les personnes avec qui nous allons débattre sur ce merveilleux sujet. Alors, j'ai vu des personnes nous écrire lorsqu'on a lancé ce visuel pour votre produit ou votre service, particulièrement les entrepreneurs, parce que vous allez remarquer, la plupart des personnes qui se sont inscrites à ce programme, ce sont beaucoup plus les entrepreneurs parce que c'est un problème réel. La question du prix, les questions liées à la fixation des prix, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs et même ceux qui sont dans les entreprises, qui sont dans les branches commerciales, marketing et ventes, des fois, il est très crucial de se poser des vraies questions sur la fixation des prix et il était quand même important qu'on puisse organiser un programme pareil, de sorte que nous puissions en débattre sur un certain nombre de points. Alors, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, voilà, je vois quelques personnes venir. Alors, présentez-vous sur le chat et mettez votre micro sur le mute. Quand nous allons finir le débat, au bout de 40 à 45 minutes, on va vous accorder aussi la parole si vous aurez des questions ou des préoccupations par rapport à tout ce qui va être débattu en ces lieux. Voilà. Alors, je vais commencer par une première question qui est un peu comme une sorte de base. Euh, on parle de l'entrepreneuriat, on parle des entreprises, c'est-à-dire que chaque personne qui entreprend, il y a la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que j'observe ma communauté, je regarde quels sont les besoins et je vois dans quelle mesure je peux répondre à ces besoins pour me faire de dividendes. Et s'il faut aller dans cette approche, à quel moment ou en quoi est-ce que c'est nécessaire pour ceux qui entreprennent, pour ceux qui veulent lancer leur entreprise, bien pour ceux qui se sont déjà lancés, de comprendre la problématique de la fixation de prix. En quoi est-ce que parler du prix ou des prix ou de la fixation des prix, c'est nécessaire pour ceux qui entreprennent, bien pour ceux qui veulent entreprendre, de comprendre la nécessité de ces choses. Alors, je vais balancer cette question comme ça. Je donne soit la parole à Madame Théu ou à Stéphanie Kanga pour celle qui est prête pour nous donner un élément ou des éléments de réponse. Madame Théu, je peux commencer par vous. Oui, merci. Euh, le prix, quand j'observe notre environnement, on met, on,
le prix, c'est comme si ça vient toujours en dernier lieu, alors que c'est un élément majeur dans le commerce, dans les transactions, en fait, même pour un produit. D'abord, d'un point de vue marketing, je crois que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde, mais en fait, on parle toujours du mix marketing. Ça veut dire, pour vendre un produit, il y a quatre choses qui sont très importantes pour le produit. Le produit lui-même ou le service. Ensuite, il y a le prix. On parle de 4 P, hein? Donc le produit, le prix, la promotion et la place qui est en fait la distribution. Ce sont les quatre choses majeures qu'un entrepreneur, que quelqu'un, avant de se lancer, sur lesquelles il devrait travailler pour répondre à ces questions-là. Ça veut dire, c'est quel produit que je veux offrir, à quel prix, c'est où que je veux le vendre, donc quelle place, quelle distribution, quel mode de distribution je vais utiliser. Et ensuite, quel type de promotion, qu'est-ce que je vais faire pour promouvoir mon produit. Ce sont les quatre P très importants pour vendre un produit. Après, maintenant, il y a deux intervenants majeurs quand il s'agit d'un produit, parce que c'est un échange. Il y a le client, le consommateur, d'un côté, et de l'autre côté, il y a le vendeur. Alors, du côté du client aussi, ce qu'on oublie, il y a aussi des indicateurs clés qui lui permettent de prendre une décision pour acheter un produit ou un service. Parmi ces indicateurs, nous avons la disponibilité, ça veut dire le produit lui-même ou le service, il doit être disponible. Après, quand il est disponible, il doit être accessible. L'accessibilité, ça veut dire en termes de prix, le prix qui doit répondre aux consommateurs ciblés ou à la clientèle ciblée. Après, il y a la qualité du produit, la visibilité, la promotion. Donc, ça veut dire pour que un client puisse prendre la décision d'achat, il se pose la question sur le produit là, est-ce qu'il est disponible? Après, s'il est disponible, est-ce qu'il est de bonne qualité? S'il est de bonne qualité, est-ce que c'est un prix qui me convient, qui répond à mon pouvoir d'achat, ma poche, tout ça? Après, il y a, OK, ça doit être visible que le produit est à cet endroit-là. Donc, vous voyez que non, même pour qu'un client prenne la décision d'acheter, il y a toujours le prix qui revient, qui est parmi les indicateurs clés. Maintenant, du côté aussi du vendeur, un entrepreneur, un businessman, ils ne vendent pas juste pour des beaux yeux. Ils vendent pour se faire du bénéfice. Qui dit bénéfice veut dire, on calcule, si on va vraiment le minimum basique, c'est comme on a appris à l'école, le bénéfice égale prix de vente moins prix d'achat. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours le prix qui revient. Donc, en bref, pour revenir, que ce soit du côté du client, que ce soit du côté du vendeur, le prix est un indicateur clé. Et c'est comme ça qu'il faut bien le déterminer pour savoir, pour le vendeur, il doit savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'à quel prix je ne peux pas aller. Et l'acheteur, lui, c'est ma poche, est-ce que je peux, jusqu'où ma poche peut accéder à ce produit-là, même si je le veux, même s'il est de bonne qualité, mais jusqu'où moi je peux accéder à ce produit-là. Donc voilà pourquoi le prix est très important dans le commerce. Merci. Dans le commerce et dans le marketing de produits ou bien de services. Alors, si je comprends bien dans l'approche que Madame Théu développe ici, elle nous fait savoir qu'il est important de parler de prix, pas seulement dans l'optique de l'entrepreneur ou bien celui qui veut lancer son activité, mais aussi voir la problématique du prix auprès de celui qui veut s'offrir un produit ou un service. Parce que des fois, de nature, on ne tient pas toujours compte de ça. Et puis, un autre élément qu'elle dit encore, c'est que le prix, généralement, on a tendance à voir comme si c'est le dernier élément. Après avoir tout planifié, tout fait maintenant, on veut penser au prix. Alors que le prix, c'est parmi les préalables, c'est parmi les éléments qu'il faut tenir compte dès la base, dès la fondation de ce que nous voulons entreprendre, mais de ce que nous voulons y initier. Voilà, je pense que c'est ça ce que j'essaie de comprendre. Je veux aussi avoir aussi l'approche, si ça peut aller dans le même sens aussi de Stéphanie Kanga, si elle peut nous donner un certain nombre d'éléments aussi sur ça. Oui, alors pour répondre à cette question,
je vais aller dans le même sens que Madame TU. Donc déjà, un prix, pour fixer un prix, on tient compte justement du produit, la qualité du produit, on tient compte de nos coûts, on va aussi tenir compte de la concurrence et aussi bah, du pouvoir d'achat local. Donc déjà, il faut commencer par proposer quelque chose que les gens recherchent pour ensuite proposer un prix qui va leur permettre de payer, qui vont se permettre de payer. Et lorsqu'on fixe un bon prix, ça peut nous aider à vendre. On ne peut pas simplement fixer un prix euh, juste parce qu'on veut fixer un prix. Donc, c'est vraiment une décision stratégique parce que le but, c'est justement de pouvoir écouler notre marchandise. Dans le cas, par exemple, moi, je vais parler de marchandises parce que je suis beaucoup plus dans tout ce qui est marchandise et non service dans le produit. Et donc, on réfléchit en fonction de, voilà, on va voir le client en face de nous, on va calculer nos coûts et puis euh, voilà, donc établir le prix, en fait, fixer le prix en fonction de tous ces éléments, quoi. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, une étude du marché approfondie pour connaître justement le besoin du client, connaître la concurrence, ce que la concurrence, elle propose et aussi les prix qu'ils proposent pour justement ne pas être en déséquilibre avec ce qui se fait sur le marché. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais rajouter. Super. C'est une décision stratégique. Et c'est ce que je retiens et c'est ce que je comprends jusque-là. Décision stratégique. Mais si c'est une décision stratégique, alors j'aimerais maintenant pour l'entrepreneur que je suis, pour celui qui veut un start-upper, c'est pas moi, un porteur de projet que je suis, ou pour le directeur de marketing que je suis, que j'aimerais lancer un produit ou un service, quels sont maintenant les éléments, vu que c'est une décision stratégique, donc on comprend que ici ça entre dans la stratégie, ce n'est pas un élément sur lequel on y pense plus tard, mais ça entre dans la stratégie, ça entre même dans la conception des choses. Alors quels sont les éléments qui peuvent nous permettre, bien qui nous aident qui nous aident en fait dans la fixation d'un prix? Là, on a parlé du fait que voilà, c'est nécessaire d'en parler, c'est une décision stratégique, que ce soit pour l'entrepreneur, que ce soit pour le client et ainsi de suite. On regarde le besoin, on regarde ceci et tout ça, c'est très bien. Maintenant, moi qui suis dans cette peau-là, quels sont les éléments que je dois absolument tenir compte pour fixer un prix, ou des prix d'un service ou d'un produit? Madame TU? Ok, merci. Là, maintenant, ça devient un tout petit peu technique, mais c'est très important. Alors, on est dans deux cas de figure. Ça peut être un service, ça peut être un produit, c'est la même logique, mais il y a deux cas de figure. Soit on est dans l'achat et la vente, on achète et on revend, ou soit on est dans la production, on produit et on doit revendre. Alors, quand on est dans l'achat-vente, ça veut dire on a le prix d'achat, le prix auquel on a acheté le produit, mais après, pour le revendre, il y a des charges. On peut avoir, par exemple, les charges, les transports pour déplacer le produit de là où on l'a acheté pour l'acheminer au lieu de vente, au lieu de distribution. Il y a les charges du personnel. Donc, il y a toutes les charges. Normalement, un homme d'affaires ou bien un entrepreneur, il doit répertorier toutes les charges. Après, il y a aussi les taxes. Et il y a donc tout ça, il y a aussi les charges de publicité, de marketing, donc tout ce que l'entrepreneur, parce que j'ai vu dans l'expérience, surtout dans notre environnement, je vois les gens, ils négligent tout ça et puis après, ils se demandent comment ils ne se retrouvent pas. Non, non, non. Il faut être honnête. Il faut d'abord répertorier tout ce qui rentre dans de l'achat jusqu'à la vente de votre produit qui vous coûte. Vous identifiez cela et vous le calculez à l'unité. Parce qu'il ne faut pas le calculer quand c'est en gros, mais il faut le calculer à l'unité. Et quand vous l'avez calculé à l'unité, c'est ce que vous allez ajouter à votre prix d'achat unitaire. Après, quand donc vous aurez votre prix d'achat unitaire plus les charges que vous avez ramenées à l'unité. Ensuite, il y a la marge bénéficiaire. Il faut aussi connaître la loi, hein, la loi
ce domaine-là. Donc, ici, en RDC, je sais que c'est 20% de marge bénéficiaire. OK, vous faites ça. Ça, c'est le calcul de base. Maintenant, la marge bénéficiaire, je vais y revenir à la fin. Vous gardez ça. Donc, pour achat, revente, on a prix d'achat unitaire, les charges qu'on ramène à l'unité, plus la marge bénéficiaire qu'on calcule. Les 20%, ça sera sur le prix d'achat unitaire. Vous ajoutez la marge, le pourcentage de la marge bénéficiaire. Ça, c'est pour achat et revente. Pour la fabrication, quand vous fabriquez, vous produisez, c'est un peu la même chose, mais là, c'est les prix d'achat. D'abord, c'est l'achat de toutes les matières premières. Tout ce que vous achetez, vous devez lister tout ce que vous devez acheter pour produire votre produit ou même votre service. Tout ce que vous devez utiliser, parce qu'il y a des services, quelqu'un peut dire, ah non, mais un service, qu'est-ce que j'achète? Oui, mais un service, peut-être que vous pouvez acheter, par exemple, de l'Internet, vous pouvez acheter, donc tout ce que vous achetez pour rendre disponible votre service, vous devez le quantifier et toujours à l'unité combien ça coûte et après ajouter toutes les charges de production, tout ce que vous, en tout cas, tout ce qui vous permet de produire, il faut l'ajouter. Donc là-dedans, il y a toujours les charges de production, énergie, personnel, publicité, donc tout, les taxes, n'oubliez rien. Vous ramenez à l'unité et toujours après, vous calculez votre marge bénéficiaire qui ne peut pas dépasser 20%. Après, maintenant, vous avez votre prix, le prix unitaire auquel vous pouvez vendre. Ça, c'est d'abord le calcul basique. Mais maintenant, la question que vous allez maintenant vous poser, qui rejoint notre première question, on a dit pourquoi le prix est important? On en a parlé, Madame Stéphanie l'a dit, que l'étude du marché est très importante parce que c'est dans l'étude du marché que vous allez connaître, vous connaissez vos clients, votre cible et le pouvoir d'achat de votre cible. Si par exemple, vous trouvez que votre prix, vous donne le prix unitaire, c'est 100, ça vous donne par exemple 100 francs. Vous devez vendre votre produit à 100 francs. Mais votre cible n'est pas prêt à payer pour 100 francs. OK. La marge bénéficiaire, on a dit que non, elle ne peut pas dépasser 20%. Vos charges, vous connaissez. C'est là-dedans maintenant, quand vous maîtrisez toutes ces choses-là, que vous pouvez commencer à jouer pour dire où est-ce que je peux réduire pour atteindre le prix que ma cible est prête à donner, à payer. C'est comme ça qu'on a dit à la base, il faut bien connaître, bien faire une étude de marché, bien connaître sa cible pour savoir quel prix elle est prête à mettre sur ce produit-là. Ensuite, il y a la concurrence. Madame Stéphanie aussi en a parlé. Vos concurrents, ils vendent le produit à quel prix? C'est comme ça que un entrepreneur avisé, un businessman avisé maîtrise ses coûts, ses charges pour voir là où il peut jouer, jongler pour comment? En fait, il maîtrise son prix. C'est comme quelque chose qu'il a dans sa poche. Il sait jusqu'où il peut aller au-dessus, quel est le prix maximum qu'il peut appliquer, quel est aussi le prix en dessous duquel il ne peut pas aller, sinon il meurt. Et c'est comme ça que c'est très, très important. C'est comme ça que moi, dès le départ, j'avais dit que c'est important, pas seulement pour le client, pas seulement pour le consommateur, même pour l'entrepreneur lui-même. Donc, c'est en fait ça. Vous avez donc les éléments pour fixer le prix. Ensuite, quand vous avez ça dans votre poche. Ça vous permet maintenant de voir qu'est-ce que mes concurrents appliquent, quel est le prix auquel ma clientèle est prête à répondre ou à payer. Et là-dedans, maintenant, vous pouvez jongler et fixer le prix maintenant qui vous va. Parce qu'après, là aussi, il y a beaucoup d'autres théories aussi. Hein? Et on peut parler aussi de leader, de suiveur, où est-ce que vous pouvez vous positionner. Mais tout ça, vous pouvez le faire si vous avez la maîtrise de votre prix. Vous connaissez tous les éléments qui rentrent dans la fixation de votre prix. Voilà ce que je peux dire en résumé. Super. Avant que je puisse donner la parole à Stéphanie, vous avez dit un élément très important en introduisant votre réponse,
que chacun doit être honnête envers soi-même. Donc, cela veut dire que je veux lancer une activité, je veux lancer un service, un produit, etc. et j'aimerais savoir le prix. La première des choses, je commence par être honnête envers soi-même en commençant par répertorier tout ce qui est comme charge, qui entre dans la fonctionnalité du service ou du produit que je veux offrir. Et quand je vais cibler toutes ces choses-là, les charges, les taxes, les impôts, et ainsi de suite, et que je sois aussi en mesure de voir ça à l'unité. De sorte qu'à l'unité, que je puisse dire, admettons que je peux offrir ce service à une personne à un montant X, est-ce que ce montant ici peut m'aider à couvrir les charges Y que j'ai eu à répertorier de manière unitaire? Et ça, j'aimerais attirer l'attention, particulièrement aux entrepreneurs, c'est que entreprendre, ce n'est pas comme beaucoup croient, c'est se reposer. Comme je vais entreprendre, donc je vais me reposer, je n'aurai plus rien à faire, les choses vont se passer tout rôle. Non. Alors là, vous passez même à une autre dimension de réflexion, à une autre dimension de compréhension de votre marché. Et vous voyez que toutes ces choses, ça s'apprend, toutes ces choses, ça se forme, toutes ces choses, ça s'approfondit aussi même sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez prévoir dans votre conception, dans votre initiation, mais il y a des choses aussi lorsque vous serez sur terrain et lorsque vous allez même analyser votre cible clientèle, vous allez comprendre. Mais il y a un élément que j'aimerais maintenant que Stéphanie nous donne comme réponse ou précision par rapport à ce que je viens d'entendre ici de la part de Madame TU. On a beaucoup parlé du fait que cibler sa clientèle, regardez le pouvoir d'achat, regardez, est-ce que on peut dire que la cible ou la clientèle que nous sommes en train de cibler, c'est l'élément déterminant en fait pour une meilleure fixation de prix. C'est-à-dire que si je suis en mesure de mieux fixer ma cible de clientèle, c'est que je peux dire que ma fixation de prix serait pratiquement la meilleure pour arriver carrément à me retrouver et ne pas demain faire faillite et ainsi de suite. Stéphanie Kanga, est-ce que c'est l'approche qu'on peut comprendre de tout ça? Oui, bien sûr. Donc, cibler sa clientèle, c'est l'essentiel justement pour fixer un bon prix. On ne peut pas vendre de la même façon à un étudiant qu'à un professionnel. On ne peut pas aussi vendre la même chose et de la même façon fixer les mêmes prix à une famille modeste, tout comme à une clientèle premium. Et si je m'adresse à une clientèle premium, je peux proposer des produits beaucoup plus chers parce que je sais qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé et ils peuvent se permettre de payer le produit que je propose. Donc, le même produit, je ne vais pas aller le proposer à une clientèle modeste. Donc, en fait, il faut que le prix corresponde aux habitudes et aux moyens et aussi aux attentes du public qu'on vise. Et on peut, par exemple, une même personne, par exemple, qui va fabriquer, il y a deux personnes qui peuvent fabriquer la même chose, par exemple, qui vont faire des gâteaux. Le prix ne sera pas le même si, par exemple, on le vend comment je pourrais dire, dans un quartier UP que, par exemple, dans la cité. Le prix sera différent parce qu'on tient compte du lieu et aussi, souvent, des personnes qui sont dans des endroits qui visent une clientèle très huppée vont mettre l'accent sur le soin, par exemple, de produits qu'ils proposent. Ils vont mettre l'accent sur la qualité. Ils vont, par exemple, emballer leur gâteau sur des belles boîtes, alors que dans la cité, le même produit, bah, ça sera vraiment un bas de gamme, pourvu que bah, le client puisse payer en fait avec ses moyens. Donc, oui, la cible, c'est très important et il faut vraiment la connaître parce que ça nous permet en fait de mieux adapter notre offre. Ça nous permet d'adapter notre langage et aussi ça nous permet d'adapter notre prix. Donc, il faut vraiment que le prix soit cohérent avec ce qu'on propose et ce que le client est prêt à payer. Merci beaucoup pour votre précision. Alors, je pense que pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous comprenez la logique avec laquelle on est en train d'évoluer. On a essayé en fait de poser certaines bases et on était un peu sur certains termes, je dirais plus ou moins techniques pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Maintenant, j'aimerais qu'on soit de plus en plus factuel sur certains vraiment faits. Voilà, que même si on n'est pas forcément S'il vous plaît, expert. Oui, oui, Madame TU. s'il vous plaît, oui, pour ajouter à ce que j'ajoute, je veux ajouter deux choses. La première, c'est
il ne faut jamais aussi oublier hein, dans la fixation des prix. Par exemple, pour nous qui sommes en RDC, il y a le ministère de l'économie, il y a un arrêté parce que souvent aussi, hein, les entrepreneurs ne se renseignent pas hein, sur ce qui existe. Il y a un arrêté, c'est toujours mieux de se rapprocher du ministère de l'économie, par exemple de sa commune ou même de l'hôtel de ville. Hein. Il y a un service de l'économie là-bas. Il y a un arrêté qui vous montre même comment vous pouvez calculer votre prix. Et c'est sur cette base que même vous pouvez y aller faire votre structure de prix. C'est vraiment, c'est quelque chose qui existe. On vous donne les éléments qui rentrent dedans. Ils peuvent même vous expliquer. Vous allez voir tout ce que je viens d'expliquer là, et c'est là-dedans. Et comme ça vous permet aussi d'être en phase avec la loi. De ne pas, quand il y a des contrôles, de ne pas tomber comment? Hein, de ne pas tomber dans le piège, quoi, de ne pas être en norme, dans les normes. Voilà. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais quand même être aussi très clair pour qu'on ne sorte pas de la loi parce que c'est quelque chose qui est bien réglementé. Et c'est comme ça même qu'on on entend souvent les contrôleurs de prix, les contrôleurs du ministère de l'économie, ils passent tout ça. Les gens parlent seulement de tracasserie. Ce n'est pas une tracasserie parce que c'est quelque chose qui existe. C'est une loi, c'est quelque chose qui est réglementé. Vous ne pouvez pas fixer votre prix comme vous voulez. Vous devez même à un moment justifier cela parce que vous devez mettre même des factures. Tout ce qui rentre dedans, vous devez le justifier. Voilà. Alors, pour compléter ce que Madame Stéphanie a dit, moi, j'aime beaucoup le modèle de Toyota. Hein. J'aime prendre ça comme exemple. Vous voyez, Toyota aujourd'hui est une marque qui va du bas de gamme au haut de gamme. C'est vraiment une marque qui couvre toute la cible. Vous avez, pour nous qui sommes à Kinshasa, même dans le monde entier, hein, vous voyez, Toyota, on a ce qu'on appelle communément les voitures catch. C'est vraiment, tout le monde peut, tout celui qui a le minimum peut s'en acquérir. Mais la même entreprise Toyota produit aussi des Prado, produit des Land Cruiser, mais à des prix faramineux. Ça veut dire, avec $1 500, par exemple, quelqu'un peut s'acheter une Toyota, avoir le minimum. Mais après, au-delà de $100 000, quelqu'un aussi peut s'acheter une Prado, une Land Cruiser. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et plus vous montez, plus ce sont des fonctionnalités qui augmentent. Donc, ça veut dire quoi? Toyota a compris que je veux répondre à tout le monde, mais seulement par rapport à son prix. Je peux peut-être ici, dans les catch, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités qu'il y a dans une Prado. Mais celui qui a aussi 1500, il peut aussi s'acheter une petite voiture, avoir le minimum. Comme Mme Stéphanie a dit, dans un quartier, on peut enlever peut-être l'emballage, on peut réduire juste un bas de gamme. Mais au moins, chacun se retrouve. Mais à la base, tout ça demande une étude de marché, une étude même de compréhension des comportements de la clientèle, des motivations de la clientèle. Donc, c'est vraiment des études très, très approfondies. Oui, pour souvent, ajouter aussi, par rapport à la réglementation, comme vous avez dit, Madame TU, dans certains secteurs, il y a l'État aussi qui plafonne justement les prix. Par exemple, dans le secteur de l'immobilier. Donc, on ne va pas se lever un jour et décider de mettre un prix. On sait que dans tel quartier, le mètre carré vaut autant. Dans l'autre quartier, le mètre carré vaut autant. Donc, ça, c'est l'État qui fixe. On ne peut pas faire autrement. Oui. C'est juste pour rajouter ça aussi, oui. C'est dans le contexte de la France, hein, je n'imagine pas encore en RDC. Non, monsieur Bertrand. Non, mais oui, Bertrand, c'est parce que comme on est ici dans le cadre des entrepreneurs, on devrait en parler parce qu'il y a des lois qui sont là, qu'on ignore. Vous voyez? Est-ce que beaucoup de gens ne savent même pas, par exemple, que même à Kinshasa, ici, il y a un ranking. Il y a un ranking des zones. Il y a 4 rangs. Il y a le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang et le quatrième rang. Et les taxes ne sont pas payées de la même façon. De la même façon. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous permettre. C'est parce que seulement peut-être on ne suit pas. Mais ça se fait de manière peut-être aujourd'hui, peut-être il y a la loi qui est là, on ne suit pas, mais on le suit implicitement. Parce que vous n'allez pas aller par exemple à Kimbanseke et faire louer un appartement à $1 500. Déjà, vous n'aurez personne. Vous n'aurez personne. Ça veut dire que l'État ne dit rien, la loi est là, les gens ne connaissent pas, mais personne ne payera. Mais $1 500 à Gombe, ça, on va vous le payer. Donc, c'est pour dire que même si la loi, les gens ne connaissent pas, mais elle se fait. Et
Et c'est ça, quoi. Donc, c'est ça ce que Madame Stéphanie dit. Il y a des secteurs où l'État plafonne. Il y a des produits aussi où la population, c'est plafonné. Donc, à la base, il faut toujours revenir pour un entrepreneur. C'est toujours très important de faire une étude de marché, Mm. de comprendre les comportements, les motivations même de sa Les clientèle. C'est très, très tendances important. aussi. Mm. Les tendances, voilà. Tout ça, c'est vraiment les usages, comme on dit, les UNA. Donc, on dit ça, les usage and habits. Donc, ça veut dire les usages et les habitudes. Mm. C'est très important. Moi, maintenant, j'aimerais réfléchir comme un client là, quand vous parlez de prix, parce que vous avez parlé du fait que voilà, il y a ce qui est purement basique. Je peux prendre ça en trois catégories. Par exemple, le basique, il y a le modeste, le standard, et puis il y a le premium, le high level, ainsi de suite, le VIP. Mais je vois souvent, par exemple, il y a un produit X. Par exemple, vous voyez, pour ne pas faire la publicité, par exemple, la bouteille de Swista, la bouteille d'eau Swista. Je vois ça, par exemple, au quartier à 500 francs. Si par exemple j'habite, je sais pas moi, en Ngiringiri ou j'habite à Kalam, moi 500 francs, mais j'y vais par exemple à Gombe, quelque part, dans un restaurant, c'est vendu par exemple à 3 ou à 4 dollars. Ici, vraiment, je vais réfléchir comme un client lambda et je vois beaucoup de personnes, des fois, se poser des questions, mais à quoi est-ce que c'est important? Nous, c'est toujours les mêmes restaurants qui se retrouvent par exemple à Ngiringiri et qui le vendent à 500 francs, 600 francs, mais là, vous le vendez à 3 ou à 4 dollars et tout ça. Est-ce que de manière basique, pour un client lambda, on peut comprendre qu'est-ce qui justifie cet écart pour que la personne se dise pourquoi est-ce que ici, le même produit peut avoir X montant, peut-être par rapport à un milieu, je ne sais pas, mais le même produit dans quel endroit peut avoir autant, qu'est-ce qui peut justifier cela? Donc ça c'est vraiment une question vraiment que quand on parle de prix, même pas forcément pour un entrepreneur, il peut se poser de questions. Les autres qu'on voit, et pourquoi est-ce que ça peut justifier cet écart-là de manière assez simple. Je ne sais pas comment vous pouvez m'orienter là-dessus. Je laisse la parole à Madame Je TU. lance la parole, hein, donc celle qui est prête, elle peut répondre. Euh, merci, merci beaucoup. Moi, j'adore cette question. J'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est en fait, ça va maintenant, c'est là où il y a deux choses hein, qui jouent là-dedans. Le premier, mais le premier qui est basique, c'est peut-être je veux parler peut-être des charges. C'est vrai que déjà, quand on est dans deux zones différentes, quand on est à Gombe et à Ngiringiri, les charges ne sont pas les mêmes. Pas les C'est mêmes. comme on disait tout à l'heure, rien que le loyer ne va plus être le même. Ça veut Mm. dire que, alors, un entrepreneur, il va regarder. Donc, ça veut dire, du coup, sa charge augmente. Ça, c'est d'un point de vue basique, vraiment basique sur les charges. Mais l'autre côté que moi, j'adore, ça, c'est comme on a parlé des usage, habits et le comportement, les motivations. Alors, pourquoi le même client, il faut d'abord se poser la question, pourquoi ce même client, même des fois, il habite même Giringiri. Il ne va pas aller dans son restaurant de Giringiri, là où on voit même la bouteille à 500 francs, mais il va aller à Gombe. Pourquoi? C'est là où il faut se poser la question. Et c'est là où le marketing intervient et c'est là où la psychologie intervient. Ça veut dire que le même client, à un moment, il a un besoin peut-être de se faire voir, de se montrer, de montrer que non, il est quelqu'un, il est peut-être un positionnement, à un moment, il veut montrer un positionnement VIP. Il se Oui. dit, oui, lui aussi, il veut aller montrer que non, il peut aussi accéder à Gombe, qu'il fréquente aussi Gombe et tout ça. OK. Il se dit, pourquoi pas? Et il est prêt à payer. Mais la même personne, le jour où il n'a pas, le jour où il va être dans le quartier, il va aussi payer. Ça nous arrive à nous tous. Ça, c'est le domaine de la psychologie. Et moi, c'est même le domaine que j'adore. Pour dire aux gens que le marketing, c'est d'abord la psychologie. On ne fait que jouer sur la psychologie parce que de toute façon, personne ne fuira ça. L'être humain, la psychologie a montré que c'est ça l'être humain. Madame, donc, il fait un peu du matalana, c'est ce qu'on dit, comme les Quinois disent. Oui, voilà, il faut du matalana. Donc, c'est ça. Et ça, c'est. Oui, et alors c'est là où un bon entrepreneur, un bon commerçant, un bon businessman étudie ce feeling-là. C'est là où on a parlé de l'étude de marché. Vous allez demander le pourquoi. Pourquoi un consommateur consomme un produit X à un endroit Y? Mm. Ça. Et c'est très important.
Le même consommateur, dans un endroit, il peut consommer dans A, B, C. Dans A, il a une motivation. Pourquoi il va dans A? Dans B, il a une motivation. Je prends un exemple hein, pour être simple. La bouteille d'eau. Vous pouvez l'acheter dans une boutique du quartier, dans un supermarché, dans un restaurant ou aussi aux Andes. Mais vous l'achèterez à des prix différents. Mais la même personne. Mais pourquoi à un moment, vous savez très bien que non, vous pouvez l'acheter dans les supermarchés, même des fois aussi, ils augmentent un peu aussi le prix. Mais pourquoi vous l'achetez quand même? Donc, c'est ça, en fait, hein, à la base, donc ça revient toujours à l'étude du marché, à l'étude des comportements. Mais pour faire simple, la première raison, c'est d'abord les charges. Hein. Oui. Comme on l'a dit, les différents lieux ne produisent pas les mêmes charges. Donc, un entrepreneur, un businessman, un homme d'affaires devrait récupérer. La deuxième maintenant raison qui est sous-jacente, parce que ça répondra pourquoi les gens vont alors en ville, sachant que non, c'est cher. Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent aller à un certain moment, ils veulent aller en ville, soit pour se divertir, soit pour montrer que non, ils sont des gens, ils peuvent accéder là-bas. Alors, il y aura des gens aussi qui vont faire des restaurants en ville. Voilà, c'est ça. Moi, je rajouterais qu'il y a aussi l'adaptation au pouvoir d'achat, parce qu'il y a un type de clientèle aussi qui influence le prix. Donc, par exemple, là, on va rester dans le cadre d'un restaurant en ville. Ils savent que quand ils mettent le restaurant en ville, c'est pour un type de clientèle. Donc, les clientèles qui sont là-bas sont des clientèles souvent des hommes d'affaires, des étrangers, des personnes qui ont un pouvoir d'achat assez élevé, qui vont se permettre d'acheter. Donc, il y a aussi voilà, la clientèle qui influence en fait le prix. Moi, je rajouterais ça. Et il y a aussi, dans certains cas, la stratégie commerciale aussi. Par exemple, un produit, un supermarché qui va vendre de l'eau, il va beaucoup plus miser sur la marge. Il va vendre en volume, voilà. Il va miser sur le volume. Il sait qu'il en vend beaucoup. Il s'en fiche un peu de la marge parce qu'il sait qu'en vendant beaucoup, il va gagner. Alors que la même bouteille d'eau qui va être vendue dans une petite boutique, eux, ils vont beaucoup plus se focaliser sur le prix. Ils vont un peu négliger enfin, négliger, ils vont vendre la valeur perçue, si je peux dire. Parce qu'on sait que là, dans ce cadre-là, la bouteille d'eau va coûter cher et le prix va lui permettre justement de rattraper les coûts par rapport à un supermarché qui va vendre en volume. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, quoi. Donc, la stratégie commerciale du vendeur. Et super, j'ai beaucoup aimé vos interventions parce que vous avez un peu touché au point que je voulais absolument avoir. Parce que là, j'ai vraiment réfléchi comme un client lambda qui a envie d'acquérir un produit X. À tel endroit, c'est différent, mais à tel autre endroit, c'est différent. C'est là maintenant qu'intervient soit la stratégie commerciale, mais surtout le marketing, l'aspect psychologique, comment est-ce que les gens réfléchissent, comment est-ce que les gens se voient quand ils achètent tel truc à tel endroit. Tu verras la même bouteille qui va acheter par exemple, je sais pas moi, à Kasavubu, à tel prix. Il va pas discuter quand il va l'acheter à un autre prix plus élevé à Bombay. Et surtout quand il se prend en selfie ou bien il se prend en photo quelque part, pour lui, c'est une certaine fierté. Et c'est là que l'aspect marketing joue. Maintenant, je voulais maintenant, partant de cela, il y a une problématique que j'ai aussi constatée. Là, maintenant, c'est au niveau des entrepreneurs, particulièrement pour ceux qui font de la vente en ligne, etc., ceux qui font de la vente publique. Beaucoup, pour la plupart, ont du mal à publier, je peux dire ouvertement, leur coût de leurs produits. Beaucoup. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Il est en train de vendre, je sais pas moi, des habits, il est en train de vendre, je sais pas moi, des chaussures, il est en train de vendre plusieurs articles, surtout quand ils les mettent en ligne. Il n'aime pas mettre des prix. Il n'aime pas publier ouvertement leur prix. Soit c'est aller le voir inbox, ou tantôt, on donne le prix en fonction de la tête de la personne, en fonction du profil de la personne. Alors, j'aimerais juste savoir, vu qu'on est en train de parler du prix, est-ce que cette pratique peut être compréhensible ou bien c'est une pratique carrément abolie et peut-être même leur proposer, bien leur dire par rapport à tout ce qu'on a expliqué ici, quelles sont les bonnes pratiques qui nécessitent absolument qu'on ne puisse pas, n'est pas publier ouvertement ces prix des produits. Voilà, Madame TU. Moi, j'aimerais dire à tous les entrepreneurs qui nous suivent là, franchement, c'est quelque chose, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de cacher le prix.
Parce qu'un prix franc, un prix sincère, le consommateur qui est prêt à acheter l'achète. Des fois même, un consommateur qui n'est même pas, qui n'est pas prêt à acheter, quand il comprend, quand il sait que c'est franc, quand il sait que le produit fait la qualité-prix, il va, il va se l'acheter. Donc, à la base, comme j'ai dit là, il faut qu'on sache que le marketing, la vente, tout ça, c'est d'abord la psychologie. Hein, vous devez connaître la psychologie de vos consommateurs, leur comportement, leur motivation, tout ça, pourquoi ils veulent votre produit. Et quand vous avez un prix sincère, vous serez en mesure de l'expliquer, de le justifier, et ceux qui devront acheter vont l'acheter. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Comment En fait, je suis dans les chaussures, nous fabriquons des chaussures et nous les vendons. Et j'ai vu aussi, bon, d'abord dans les chaussures, parce que c'est une marque locale. À un moment, les gens disaient, oui, mais c'est une marque locale, pourquoi vous la vendez à tel prix, pourquoi tout ça? Mais je commençais à expliquer aux clients qu'est-ce qui faisait partie de ce prix-là. Ensuite, il y a, comme Madame Stéphanie avait parlé, il y a aussi la perception du produit laquelle il ne faut pas aussi résigner. Quoi. Il faut savoir aussi qu'il y a une perception. Donc, c'est à vous de soigner aussi cette perception. Alors, quand j'ai vu que les gens avaient déjà une bonne perception du produit, mais le prix se disait, mais pourquoi un produit local se vendait à ce prix-là? Parce que dans la mentalité, oui, quand c'est un produit local, ça doit être un bas prix. Mais quand je me mettais à expliquer, les gens étaient prêts à acheter et les gens se sont mis à acheter et c'est parti. J'ai eu aussi la même expérience. Je suis aussi dans l'immobilier, tout ça, avec, vous savez, même dans l'immobilier, des fois, on a parlé ici que dans les quartiers, tout ça, mais ce n'est pas toujours évident. Hein. Vous pouvez faire construire peut-être votre immeuble, votre appartement, le mettre, vous dites, non, les prix se pratiquent, autant moi aussi je le ferai. Non, ce n'est pas toujours évident. L'expérience que j'ai eue, c'est que même là, il y a l'expérience client. Il y a aussi des choses que les gens attendent dans un quartier, dans un appartement. Alors, vous pouvez appliquer des prix standards. Vous pouvez soit aller en bas, même aller au-dessus. Moi, j'ai compris ça. Je commençais à poser la question aux gens qui venaient vers moi, mais qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous aimez? Ah non, mais j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et puis après, je dis, OK, vous savez que dans tout ce que vous aimez là, c'est un coût. Il faut un coût. Et c'est ce coût-là qui rentre dans le loyer. Et après, les gens se sont mis, ils ont compris. Et moi qui avais commencé même à l'époque avec des prix, parce que je suis rentrée dans le marché avec un certain prix, après, j'ai remonté mes prix parce que je pouvais expliquer à mes clients le prix. Et aujourd'hui, c'est vraiment, c'est parti. Parce qu'au-delà du simple loyer, j'ai compris que non, il y avait aussi l'expérience que les gens me partagent au-delà ils aiment aussi l'environnement, ils aiment. Donc, il y a tout plein de choses que les gens, maintenant, aiment Parce que même à Kinshasa, les gens pensent seulement que non, parce qu'une maison, elle est belle, ou bien elle est dans tel quartier, je peux prendre ça. Non, 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 non. Il y a aussi. Il y a beaucoup d'expériences qui rentrent aussi derrière, qui peuvent vous permettre de fixer votre prix et que les gens vont prendre. Donc, moi, je pense que non, c'est vraiment une grave erreur de cacher son prix. Son prix, c'est comme ça que j'ai dit, il faut bien le maîtriser parce que c'est votre élément de négociation. Vous pouvez jongler là-dedans parce que vous savez, vous-même, vous connaissez les maxima, les minima, le moyen en dessous duquel vous ne pouvez pas aller. Ensuite, maintenant, vous avez votre interlocuteur en face, vous avez sa perception, ses attentes. Donc, c'est très important. Moi, je trouve ça même très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi les gens cachent les prix. Moi, aujourd'hui, avec l'expérience, je trouve même que c'est quelque chose de très intéressant sur base de laquelle vous pouvez connaître vous pouvez même discuter avec votre clientèle, connaître les attentes, tout ça, et même voir même votre concurrence, et même comprendre même votre concurrence et savoir comment jongler. Donc, j'aimerais vraiment dire aux entrepreneurs, surtout au Congo et à Kinshasa, ne cachez pas votre prix. Au contraire, maîtrisez votre prix
que ce soit votre outil de négociation et de discussion avec vos clients. Et si vraiment les gens ne sont pas prêts, tout ça, soyez toujours flexible. Soyez toujours flexible. Des fois, on peut avoir un prix d'entrée du marché et plus tard, rejoindre petit à petit, commencer à à monter monter. pour rejoindre votre cible. Voilà, donc c'est ce que je peux dire et je laisse Madame Stéphanie compléter. Oui. Alors, moi, j'ai eu à m'entretenir avec certains entrepreneurs pour savoir justement pourquoi ils cachent le prix. Et certains disent que c'est justement pour éviter la concurrence. Parce qu'une personne qui entre dans le marché, qui essaie de faire son étude de marché pour essayer de fixer ses prix, va justement aller voir les autres vendeurs. Et maintenant, eux, ils cachent le prix justement pour bloquer l'accès à l'information à ces personnes-là. Et moi, comme vous, je trouve que c'est une grave erreur parce que un client, en fait, ça lui fait perdre la confiance. Quand C'est on cache ça. le prix, il se dit que forcément, il y a quelque chose à cacher ou quand je vais le voir en privé, la personne va m'arnaquer. Et aussi pour l'entrepreneur, c'est une perte de temps parce que quand on affiche le prix, tout le monde a l'information. Comme vous l'avez dit, soit tu achètes, soit tu n'achètes pas. Mais alors que quand vous dites suivez-moi en privé, vous allez avoir 100 messages des personnes qui viennent demander de prix. Il faut répondre à toutes ces personnes-là. C'est vraiment une grande perte de temps. Quand on est sûr de son produit, on met son prix, on l'affiche clairement. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas, bah, il va aller voir moins cher ailleurs. C'est aussi simple que ça. Et on peut comprendre dans le cas des personnes qui font des services personnalisés. Genre, par exemple, des gens qui sont dans la décoration. Ils ne vont pas afficher le même prix pour tout le monde parce que chaque client va demander en fonction de ses besoins. Moi, je veux telle décoration dans ma salle, etc. Là, on peut comprendre. Mais comme vous avez dit, on peut déjà, dès le départ, mettre un prix de base. On sait que le prix que j'ai mis, c'est par exemple pour la location des chaises, pour la location des telles choses. Maintenant, quand tu veux rajouter à ce moment-là, bah, je te fais un devis pour te dire que le supplément va te coûter autant. Ça, on comprend. Mm. Donc, mais sinon, non, ça ne sert à rien de cacher les prix. Au contraire, on fait fuir les clients. Super. Je pense que aux entrepreneurs qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre un peu plus tard, vous comprenez que votre prix, surtout pour vos produits, c'est votre outil de négociation et ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien de cacher les prix, de cacher, vous mettez les produits et puis après vous voulez que les gens viennent négocier à côté et tout ça. Ça brise la confiance parce on l'a toujours dit, l'un des éléments les plus importants pour que les clients soient à l'aise d'acheter au-delà de la qualité de votre produit, c'est aussi le climat de confiance. Quand on ne sait pas être confiant, quand on ne sait pas être dans un climat de confiance, même si votre produit semble être intéressant, ça peut aussi échouer. Et aussi un élément important que Madame TU a dit tout à l'heure, c'est l'expérience client. C'est une chose que moi personnellement, ça, permettez-moi en fait de dire, de partager cette petite anecdote. Euh, il y a 2 ou 3 ans passés, on avait eu un contrat avec une entreprise ici au Congo pour commercialiser son, sa solution digitale. En fait, il propose une solution digitale pour les gestions des très petites entreprises et tout. Alors, je leur ai dit, OK, d'accord, quels sont les prix? Ils m'ont donné les prix et tout. Et puis, on a commencé à contacter des personnes, voir comment est-ce qu'on peut vendre leur solution. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà une base de données de plus de 100 clients. Et j'ai essayé, en fait, de faire une enquête auprès de tous ces clients auprès de qui ils vendaient. D'autres avaient 30 dollars le mois, d'autres étaient 50, d'autres 100 dollars, ainsi de suite. Mais le grand problème, c'était quoi? C'est qu'à un certain moment, les clients venaient, ils prenaient le service, ils prenaient le produit, mais au bout de 2, 3 mois, le client ne payait plus. Alors j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, pas seulement du prix, mais il y avait un problème d'expérience client. Parce que quand vous offrez une solution digitale dans un environnement comme celui-ci, comme le nôtre en RDC, il n'y a pas que le prix que le client voit, mais il y a aussi l'expérience de cet outil-là. Quels sont les éléments en fait qui le rend la gestion souple, qui le rend la gestion pas moins compliquée. Les gens qui vont se dire, ah, cette histoire, en fin de compte, c'est compliqué. Il y a de cela 10 ans, je dirais même combien, 14 ans, quand WhatsApp a été lancé, beaucoup de personnes disaient que WhatsApp, voilà, WhatsApp, ça semble être un peu compliqué, on aimerait rester seulement sur Facebook, WhatsApp nous lie avec nos numéros de téléphone, et ainsi de suite. Mais ce que j'ai aimé, c'est que même ces grandes entreprises-là, ils réfléchissent comment est-ce que leurs clients perçoivent leurs produits. Et ils ont commencé à questionner, ils ont commencé en fait à savoir
comment vous aimeriez que le WhatsApp puisse être, quels sont les éléments comme interaction que vous puissiez avoir, des sortes que vous vous sentez à l'aise de plus en plus dans l'application. Et avec le temps, on a vu comment est-ce que WhatsApp s'est amélioré. Et aujourd'hui, personne ne peut s'en passer pratiquement de WhatsApp parce que c'est l'application la plus utilisée pratiquement dans le monde avec Facebook. Donc, ça sont des éléments vraiment à tenir compte. J'ai beaucoup aimé les réponses de Madame et de Madame Stéphanie sur le fait que pour les produits clairs et lorsqu'on les affiche, il faut absolument qu'on puisse afficher le prix car c'est un, votre outil de négociation, deux, vous perdez moins de temps et trois, ça vous aide avec votre expérience client. Alors, j'aimerais maintenant chuter par cette question encore plus factuelle avant peut-être de donner la parole à ceux qui sont parmi nous. Si je vois pas mal des participants parmi nous, que je vais leur donner la parole. Alors, j'aimerais déjà dire aux participants quand on va vous donner la parole, pour ceux qui aimeraient le faire via audio, de nous faire signe par la main, mais pour ceux qui aimeraient écrire, de le préparer sur le chat, comme ça, les intervenants pourront répondre. Alors, j'aimerais maintenant poser cette question qui me concerne, et puis après, je vais laisser la parole aux autres. Il y a un autre fait que j'ai constaté personnellement. Madame qui a parlé tout à l'heure des produits made in Congo ou des produits made in voilà, de la RDC, ainsi de suite, parce qu'elle fait dans ça, elle fait dans la fabrication des chaussures, ici en RDC, ainsi de suite. Mais j'ai remarqué pour la plupart du temps, les mêmes personnes qui vont vers les Congolais qui fabriquent des produits dont ils ont eu effectivement à sonder, à éprouver la qualité, marchandent à un niveau comme pas possible le prix. Tu lui diras que pour ce produit, il faut 100 dollars. La même personne vient te dira non, 100 dollars c'est trop cher, et pourtant, il te donne beaucoup de raisons, mettez-les carrément à 50 ou à 60 dollars. Mais la même personne ira, permettons de le dire, soit que c'est un Libanais, ou je sais pas moi, un Indien, ou bien un Nigérian, quelqu'un qui est de l'extérieur, qui vont la même qualité, sans équivoque, il ne va pas discuter. Ça, c'est vraiment le constat général que j'ai fait. Surtout pour ceux qui disent, voilà, ils aiment promouvoir le Made in Congo et ainsi de suite. Mais les mêmes personnes, quand ils partent acheter chez les Congolais la même qualité, ils marchandent, ils ne veulent même pas que qu'on puisse, voilà, ils veulent carrément tout discuter. Mais de l'autre côté, ils ne discutent pas. Moi, ça, c'est un constat que j'ai fait et je me pose des questions. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est un problème de mentalité? C'est quoi, en fait? J'aimerais particulièrement m'adresser, en fait, à Madame Théu, comme vous êtes dans ce domaine, et puis après, on laissera la parole à Stéphanie. Il est déjà 11h14 chez nous ici à Kinshasa. Madame Théu, vous avez la parole. Merci. Moi, je trouve ça vraiment dommage, hein. Par l'expérience que j'ai, je trouve ça vraiment dommage. C'est une question de mentalité, c'est une question vraiment psychologique, c'est une question qui doit être résolue dans le mental, dans le mental, parce qu'on pense que un produit qui est fait localement est de mauvaise qualité, de basse classe, et puis parce que c'est fait localement, ça doit coûter moins cher parce que... non, 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 non. C'est comme ça que c'est là où un entrepreneur, moi j'ai résolu ça comment? Je maîtrise mes coûts, je maîtrise mes, comme je vous avais dit tout à l'heure là, je maîtrise les prix et je sais expliquer. Et depuis lors, en tout cas, j'ai moins de problèmes, comme Madame Stéphanie a dit. Donc, je présente mes prix. Ceux qui veulent acheter, achètent. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Et on évolue comme ça. Et moi, j'ai vu que, en tout cas, de l'expérience, j'ai vu que si vous avez des prix à la base, c'est des prix francs, des prix sincères. Quand vous mettez, vous savez que non, c'est vraiment des prix que vous n'avez pas mis parce que tout ça, donc qui se base sur tout ce qu'on a dit avant ici, et peu après, ceux qui sont prêts à payer le prix le payent. Et aussi de l'autre côté, peut-être les gens, d'autres personnes, quand ils vendent, ils ont peur, ils ont honte de dire que non, ce sont des produits fabriqués localement. C'est comme ça même qu'il y a des gens même qui mentent. Non. Quand les gens savent, vous leur montrez, ils voient la qualité, ils seront toujours prêts à payer. Donc moi, je pense que non, en tant qu'un entrepreneur, un homme d'affaires doit être sincère avec lui-même et la sincérité avec vos clients. Quand vous êtes sincère, les gens vont payer. Et c'est aussi une affaire de temps. Parce qu'il y a aussi une chose que des fois, on oublie, c'est le temps. Un produit ne se construit pas, un service, une réputation ne se construit pas en un jour. Vous voyez les grandes marques aujourd'hui, elles ont combien? Des fois, elles ont 150 ans, elles ont 200 ans. Coca-Cola existe depuis combien de temps?
Moi, j'ai travaillé chez Heineken. Heineken existe, quand vous regardez, c'est depuis entre 150, c'est déjà au-delà de 150 ans. Et quand vous lisez l'histoire, ils ne se sont pas construits du jour au lendemain. Alors, au Congo, donnons-nous aussi le temps. On est, des fois, les entrepreneurs sont pressés. Non, non, non. Donnez-vous le temps. Construisez votre marque. Travaillez sur votre marque. Allez-y, étudiez, continuez à apprendre sur votre clientèle et vous allez petit à petit, plus les gens vous connaîtront et un jour, vous arriverez à mettre vraiment le prix que vous voulez mettre. Donc, en bref, c'est pour dire que d'abord, c'est un problème vraiment culturel, un problème psychologique, un problème de complexe qu'on a inutilement, mais un entrepreneur ne résigne pas, ne recule pas. Il cherche toujours des solutions. Ça veut dire comment je peux résoudre ce problème-là, comment je peux faire face à ce problème-là. Et pour faire face, moi je dis par mon expérience, c'est de dire, moi je continue à travailler sur la qualité de mes produits, la qualité de mes services. C'est sur ça que je travaille et je mets le prix qu'il faut et j'explique ce prix-là. Et j'ai vu que les gens achètent. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Et ce n'est pas seulement pour les chaussures, sur tout ce que, toutes les autres choses sur lesquelles je travaille, j'applique la même, la même politique, la même pensée et ça marche. Des fois même, moi, je vois, hein, il y a des gens qui me demandent, mais tu es sûr que ça va se vendre à ce prix-là? J'ai même, moi, je suis même avec mon mari, hein, des fois, il me demande, mais tu es sûr que ça va se vendre? Et puis après, il voit que non, ça se vend. Moi, je dis, mais non, parce que je vais expliquer. Et ça se vend. Donc, entrepreneur, je vais insister, comprenez votre milieu. Si vous êtes franc avec vos prix, ne reculez pas, allez-y, soyez patient et ça va marcher. Et Madame TU, il y a M. Kamal Dine Aruna depuis Cotonou qui nous dit qu'il va nous quitter. Il est très content des interventions enrichissantes des intervenants. Et voilà, il sera peut-être là pour la prochaine activité. Donc merci Monsieur Dine Aruna pour prendre part à cette assise. Alors je vais donner la parole à Stéphanie pour ce constat. Et puis après, nous donnerons la parole ici aux autres s'il y a des questions avant qu'on puisse chuter. Alors, très bien. Moi, je vais parler vraiment de ma propre expérience. Alors, premièrement, on sait que c'est un problème de mentalité. Donc, comme Madame Théu l'a dit, c'est un problème, en fait, c'est un héritage culturel, en fait, qu'on a. Tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Et ça, ce n'est pas un problème qui est propre aux Congolais, c'est en général dans l'Afrique. Tous les Africains, en fait, c'est comme ça que ça se passe dans chaque pays en Afrique. Alors, ce problème, en fait, est dû au fait que on a longtemps souffert quand même d'un manque de sérieux. Dans ce qu'on faisait, il y avait beaucoup de manque de professionnalisme. Et je vais donner des exemples, mais vraiment, vraiment concrets. Quand je venais au Congo au début, on va entrer par exemple dans une boutique des Congolais. La vendeuse en face va vous prendre de haut. Elle vous parle avec beaucoup de manières, elle vous toise. Parfois, vous posez une question, elle ne répond pas. Vous avez juste l'impression que c'est comme si vous êtes venu quémander quelque chose. Donc, elle ne vous donne pas votre place de client. Que le client, ici, en fait, c'est vraiment le client est roi. Après, c'est vrai qu'il y a des limites. On ne peut pas aussi céder à toutes les caprices du client, mais ce qui fait fonctionner le business en Europe, c'est le fait de mettre vraiment le client au centre. Le client est roi. Mais ce problème-là, moi, je ne l'ai pas rencontré au Congo au début. C'est vraiment que la personne a son caractère, elle a ses habitudes, elle va emmener cette façon de vivre, cette façon de faire dans le milieu professionnel. Ça fait que déjà, entre nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Et du coup, quand on va aller dans des restaurants, par exemple, des restaurants des étrangers, on va voir que l'accueil sera différent. Bonjour madame, asseyez-vous. Ça, je parle vraiment avant. Hein. Mais aujourd'hui, on voit que le niveau est en train d'être élevé. On voit qu'il y a beaucoup de progrès, beaucoup de changements. Et
c'est ça qui a fait que les gens puissent valoriser ce que font les autres que ce que nous-mêmes on fait. C'est nous-mêmes, en fait, on a donné cette mauvaise image-là et que on ne prend pas au sérieux ce que nous-mêmes on fait, on ne considère pas ce que nous-mêmes on fait, et ben forcément, les gens ne respectent pas ce qu'on fait. Les gens vont préférer aller là où on leur respecte, là où on leur considère. Donc, c'est vraiment ça. Et pour parler de produits, bah, ça va à peu près rejoindre la même chose. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. On s'imagine que ça a été fait dans des bonnes conditions. On s'imagine que c'est des très bonnes qualités. Et alors que bah, c'est vrai qu'on ne va pas enlever, par exemple, aux Européens la rigueur qu'ils ont. Et ici, tout est vraiment fait dans les normes. C'est vraiment très strict. Comme Madame Théu l'a dit autrefois, au Congo, il peut y avoir des contrôleurs de prix, mais ici, c'est des contrôleurs de qualité. Ils viennent comme ça. Parfois, dans des supermarchés, on les appelle les clients mystères. Il vient, il fait comme si c'était un client. Il achète tout simplement pour observer. Observer la vendeuse, comment la vendeuse elle se comporte, comment la vendeuse accueille. Et là, le client mystère va noter la personne. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquent. C'est ce qui oblige les gens à être très impliqués dans ce qu'ils font, mais vraiment à être très professionnels parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et donc, il y a tout ça qui fait qu'on a Les clients vraiment mystères ici en idéalisé. RDC, ça serait différent parce que chez nous, ici, c'est terrible en termes de services et en termes de produits. Ils me transforment en Il y a client tout mystère. ça. Je vais souffrir. Il y a tout ça. Mais après, il y a vraiment des personnes qui sortent du lot. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sortent du lot. On va pas le mentir. On va dans un truc, tu demandes, ah, tu vas penser que c'est pour des Blancs. On te dit, non, c'est un Congolais qui est à la base de tout ça. Et là, tu es vraiment agréablement surpris. On voit qu'on commence quand même à adopter des bonnes attitudes, des bonnes habitudes. Et aussi pour le produit, bah, on commence à soigner nos produits. En fait, il y a un entrepreneur ici, par exemple, la personne qui va créer son produit, le produit n'est pas fameux, mais l'image que la personne va donner à son produit, que ce soit la communication, le marketing, le packaging, ça va donner une valeur ajoutée à son produit. Alors qu'à Kin, parfois, on vend des très bons produits au Congo. Du beurre de karité, c'est tellement précieux, le beurre de karité. La personne va prendre le beurre, va le mettre juste dans un sachet pour le vendre. Alors que le même produit, quand il va arriver ici, parfois c'est en toute petite quantité, ils vont le mélanger avec d'autres produits. Le beurre de quantité, il y aura juste un petit pourcentage, mais ça va coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils vendent au Congo parce qu'ici, ils vont vendre tout le service qui accompagne justement ce produit-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'encouragerais les entrepreneurs qui veulent vraiment euh, élever le niveau sur tout enfin, par rapport à la qualité, par rapport à l'accueil, par rapport au service, tout ce qu'ils proposent, mais vraiment d'y aller à fond parce que ça a un grand rôle. Ça a vraiment un grand rôle. Et le client, ce qu'il retient en premier quand il vient acheter, il faut savoir que c'est l'accueil, la manière dont il a été accueilli. Et si la personne a été mal accueillie, il faut savoir que la personne ne reviendra pas pour une seconde fois. Et un client qui est content, ce client-là va vous ramener d'autres clients. Mais un client qui est mécontent, bah, c'est un client qui va parler de son expérience à chaque personne qui va croiser. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Et donc, voilà, mais sinon, il ne faut pas toujours croire que ce que font les autres, la qualité, tout ça, c'est meilleur. Non, nous-mêmes, on a aussi des très bons produits, mais il faut juste savoir comment présenter nos produits, comment le vendre. Voilà. Super. Alors, avant que je puisse donner la parole aux autres qui pourront aussi nous Et balancer même, leur pardon, question. Oui, Monsieur Madame Théu. Bertrand, pour ajouter à ce que Madame Stéphanie dit, comme elle a dit en dernier, il faut savoir vendre. Et aujourd'hui, vous entendrez même, on dit même des individus, il faut savoir se vendre. C'est quelque Mm, chose que, peut-être en Afrique, qu'on n'a pas encore intériorisé, quoi. On pense que oui. non, parce que Mm, je fais ceci, ça va se vendre de soi. Non, 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 non. Il faut apprendre à se vendre et apprendre à vendre. C'est quelque mm, chose qui est devenu très important, l'image de soi, l'image qu'on donne, exactement. tout ça. Mm, C'est comme ça qu'aujourd'hui, le marketing, la communication joue un rôle très, très très important. important. Mm, Oui, donc c'est ça. Et l'autre chose que Madame Stéphanie a dit aussi, que moi j'aime toujours dire et que sur lesquelles même j'aime faire beaucoup
de conférence, c'est le professionnalisme. Vraiment, nous devons commencer à apprendre à devenir professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Ça, peut-être dans un autre podcast, on pourra en parler, mais le professionnalisme, c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes pour notre développement, pour faire valoir nos produits, pour nous faire valoir déjà nous-mêmes. Mm. Vous avez même déjà anticipé ce que je voulais dire. Je pense que cet élément rejoint un élément important. Madame, tu viens de conclure, c'est vraiment l'aspect du professionnalisme. La culture de l'excellence. Cet aspect, je pense que on va y revenir sur notre prochain podcast. Peut-être, on va vous communiquer les dates, ce sera l'objet même du prochain podcast. J'ai par exemple l'expérience d'un médecin. Il sera peut-être là dans le prochain podcast si Dieu le veut. Pour ceux qui les connaissent, il est dans le secteur de la santé bucco-dentaire. Donc, vous savez, quand on dit les dentistes, bien ceux qui sont dans la santé dentaire, on a une certaine connotation d'eux. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez la qualité du service qu'il est en train d'offrir, on voit certains de la diaspora, on voit certains venir de l'étranger, venir ici à Kinshasa, parce qu'ils disent que c'est le même standing qu'ils trouvent là-bas, mais à des prix abordables ici au Congo. Pourquoi? Parce qu'il a juste misé sur quelque chose, sur l'excellence. La manière dont, je dirais même pas l'aspect design, mais la manière dont le service est géré, quand vous arrivez, l'accueil, quand vous arrivez, la prise en charge, ça c'est aussi un élément dans les hôpitaux qu'on néglige énormément. Mais cet élément, on y voit chaque année, il essaye de s'améliorer. Et naturellement, sa publicité, il va, sans même que l'on dise, voilà, c'est un Congolais, même les Blancs, ils viennent pour se faire soigner. C'est alors que je me suis dit, non, c'est pas de la magie. C'est juste quelque chose qu'on est censé apprendre, qu'on est censé développer, qu'on est censé cultiver. Et ça, c'est très, très capital. Alors, je nous accorde la parole pour les intervenants. Je vois, nous, on est à 13, 14. Je vois, il y a Bossé Raël, tu es là. Je vois, il y a Monsieur Emmanuel Chumba. OK, il a une question. Je vais prendre sa question. Voilà, c'est sur le chat. Il dit, bonjour, je suis Emmanuel. Je suis Emmanuel, je vis en Belgique, étudiante, mais j'aspire à rentrer dans un futur proche. Et j'ai deux questions. Merci pour l'information qui m'ont beaucoup aidé. Moi, j'ai deux questions. Il dit, premièrement, à quel moment est-il pertinent de lancer une étude de marché pour un projet prévu en juillet 2027, notamment afin d'anticiper les prix des ventes potentielles? À quel moment est-il pertinent de lancer une étude de marché pour un projet prévu en juin ou juillet 2027, notamment afin d'anticiper les prix de vente potentiels? Deuxième question, dans le contexte de Kinshasa, où les prix peuvent varier entre le dollar et le franc congolais, et où la gestion locale dans les PME pose souvent problème, notamment à cause des employés, par exemple de tournement, est-il indispensable d'être sur place pour éviter les détournements et garder le contrôle sur son projet? Cette question me fait déjà rire parce que ça fait partie des expériences que l'on vit souvent et c'est l'une des grandes questions pour ceux qui sont à la diaspora. J'ai mes projets, mais qui va gérer pour moi? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Ça, c'est très important. Alors, voici les deux questions. Je ne sais pas si on peut commencer par la première ou la deuxième. Euh, voilà, Madame TU, on peut prendre la première question ou la deuxième question? Pour la première question, pour l'étude de marché, en fait, un projet de 2027 et à quel moment lancer l'étude de marché. Moi, je pense que même maintenant, il n'y a pas de problème, hein. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans. Parce que plus tôt vous commencez, plus tôt ça vous donne une marge de manœuvre pour comprendre, pour bien étudier. Vous n'allez pas être stressé quoi, de courir tout ça pour avoir toutes les informations. Alors, les prix, comme on sait, hein, on ne va pas se le cacher, hein, les prix, vous pouvez avoir vos prix aujourd'hui, vous les mettez en dollars, vous avez une idée, et puis après, si ça change, vous allez les rectifier, mais au moins, vous aurez déjà une grande partie de l'information. Parce que normalement, une étude prend quand même, si on veut faire une bonne étude, plus on a le temps, mieux on peut la faire. Parce que l'étude, c'est pas seulement sur le prix, sur tout l'environnement. Donc, vous aurez le temps de bien étudier. Bon, moi, ça me dérange pas. Dans 2 ans, vous voyez, il y a des plans, les multinationales font des plans de 10 ans, hein.
Mm. Moi, j'ai travaillé dans les multinationales. Le minimum, hein, c'est des vrais plans sont revus tous les 10 ans. Par exemple, en 2010, on fait déjà le plan pour 2020. En 2020, ils ont déjà pour 2030, ils ont déjà tous les plans, hein. Ils ont déjà tous les plans. C'est une revue annuelle, mais le plan stratégique est déjà là. Donc, même 2 ans, c'est même peu. C'est rien. Donc, moi, j'encouragerais, si quelqu'un veut lancer son projet en 2027, commencer déjà à étudier le marché maintenant, ça ne dérange pas. Et on peut faire des revues annuelles, il n'y a pas de problème, des réévaluations annuelles, il n'y a pas de problème, mais au moins, on a déjà une vision, la grande vision stratégique. Ça, c'est pour la première Et, question. Madame Stéphanie et peut il y ajouter. a, il y a Stéphanie qui a un petit souci parce qu'elle devra quitter pendant un petit moment. Euh, voilà, donc on peut directement prendre la deuxième question, si possible. Maintenant, vous pouvez prendre directement la deuxième question, comme ça on répond à Emmanuel. Pour la deuxième question, oui. Pour la deuxième question de mon expérience, allô, je continue? Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, pour la deuxième question de mon expérience, le conseil que moi je peux donner aux entrepreneurs, c'est pas seulement même aux entrepreneurs, même quand vous êtes dans une entreprise, même quand vous êtes partout, dans tout ce que vous faites, moi je dis que, parce que même quand j'ai été employé, quand j'ai dirigé les équipes, c'est d'abord vous-même, vous devez maîtriser l'activité. Vous maîtrisez les tenants avant de la léguer. Avant de faire même une délégation de pouvoir, la meilleure façon, c'est d'abord de maîtriser l'activité, de maîtriser tous les méandres, en fait. C'est en ce moment-là que vous connaîtrez les, les risques, les pièges, tout ça. Et ensuite, quand vous allez déléguer à une autre personne, vous saurez déjà, d'abord, par rapport à l'activité, vous connaissez quel type de personne il faudra prendre et vous aurez déterminé les points de risque, les points d'alerte, les points où il faut faire attention et comment vous pouvez vous y prendre pour contrôler. Moi, c'est ce que je peux conseiller. Et de l'expérience que j'ai, que ce soit en entreprise, que ce soit en tant qu'entrepreneur, euh, ça marche comme ça. Si vous-même, vous ne maîtrisez pas l'activité et directement vous donnez à une autre personne, sachez que non, on va vous dribbler. Parce que vous ne connaissez pas très bien, vous ne maîtrisez pas très bien. Maîtrisez d'abord vous-même l'activité de A à Z. Moi, c'est ce que je fais. Tout ce que je fais, j'ai eu d'abord à le maîtriser moi-même. D'abord, s'il faut même aller vérifier les prix sur le marché, s'il faut même aller faire le terrain, s'il faut moi-même d'abord. Quand j'ai tout maîtrisé, ensuite, je peux déléguer parce que je connais. Mais souvent, Et, les gens font l'erreur de déléguer quand ils n'ont pas encore maîtrisé complètement leur activité. exactement, ce sont les grosses erreurs pour ceux qui, par exemple, sont à l'étranger, ils sont en Europe, qui veulent entreprendre ici. Le premier élément, comme vient de le dire Madame TU, c'est essentiellement vous-même. Prenez le temps, prenez vraiment le temps de maîtriser votre activité d'abord. Parce que il suffit pas juste de dire, oh non, c'est un truc, on m'a dit que ça marche. On m'a dit que ça donne, on m'a dit que ça donne. Ça ne suffit pas, en fait. Voilà pourquoi on dit même les études de marché de 2 ans, de 3 ans, c'est possible. Peut-être, avec le temps, vous allez commencer à actualiser un certain nombre d'aspects, mais déjà, les fondements, les bases sont posées. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est important. Et puis, deuxièmement, l'aspect de la délégation, c'est aussi un aspect important parce que ça fera même l'objet d'un podcast qu'on va organiser, parler par exemple de l'aspect du partenariat. Comment arriver à tisser les meilleurs partenariats? Comment arriver à avoir les bons partenaires? Ça encore, c'est un élément, c'est tout un monde, c'est tout un univers encore qu'il faut arriver aussi à apprendre là-dessus. Par exemple, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, euh, euh, tu veux par exemple lancer une activité, tu veux te lancer, voilà, tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux te lancer dans un domaine apparemment qui porte et tu as pris le temps de faire l'étude de marché. Mais la plupart du temps, c'est que nous allons souvent vers des personnes, permettez-moi l'expression, qui manquent de compétences dans le domaine, qui manquent de compétences de gestion, qui manquent de compétences dans le contrôle, mais nous allons juste vers des personnes parce que c'est ma famille, parce que c'est mon ami, parce que c'est ceci. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a tellement des éléments
quand nous aurons un podcast, on parlera vraiment du partenariat. On aura le temps de détailler tout cela. Afin que vous voyez que l'entrepreneuriat, quand on entreprend, c'est un peu comme un puzzle. Il y a tellement des éléments qu'il faut rassembler, qu'il ne faut pas se tenir quand je vais lancer tel projet. Non, il y a l'aspect de la délégation, l'aspect du partenariat, l'aspect du contrôle. Tout cela, c'est tout un monde et sont des aspects qui s'apprennent. Et prenez votre temps, comme vient de le dire Madame T. Je ne sais pas si, cher Emmanuel, on a pu répondre à votre question. Je peux Oui, peut-être, merci beaucoup. Monsieur Bertrand, je peux donner une expérience que j'ai vécue parce qu'elle parle, elle est à l'étranger, elle aimerait revenir, tout ça, entreprendre ici. Je peux peut-être donner une petite expérience que j'ai vécue avec une de mes amies qui voulait aussi revenir entreprendre. Elle a beaucoup de projets hein, pour revenir ici. Elle est aussi dans la diaspora, tout ça. Alors, quand elle m'a contactée, je lui ai dit, d'abord, la première des choses, comme j'ai dit là, il faut être patiente, prendre ton temps de t'impliquer dans ce que tu veux faire. Tu regardes qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux faire, et dans ce domaine-là, tu mets ton timing. Alors, elle avait plusieurs projets, projets dans l'agriculture, projets dans l'immobilier. En tout cas, pour le moment, c'était ça les gros projets. Alors, dans l'immobilier, quand elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire, je lui ai dit, OK, c'est bon. On a commencé petit. Elle est venue elle-même. Je lui ai dit, il faut que tu viennes toi-même, que tu voies le marché, que tu comprennes tous les. Elle est venue, elle a fait tout ça. Elle a même confié après, quand elle a. Et je lui ai dit même de faire des étapes. Je me rappelle même que je l'avais même aidée. En fait, elle a pris une agence parce qu'avant qu'elle me contacte, elle avait d'abord contacté une agence à partir de là-bas pour travailler avec cette agence-là. Quand elle est venue, elle a trouvé que j'étais aussi un peu dans ce domaine, j'avais aussi des connaissances. Elle m'a demandé aussi de lui faire aussi des évaluations parallèles. On commençait à travailler comme ça en parallèle. Je lui ai dit non, tu continues à travailler avec ton agence. C'est pas parce que moi je suis ton ami, mais j'aimerais que toi-même, que tu évalues et que tu comprennes. Et on a fait ça. Et elle a fait un plan, je crois que pendant 2 ans, hein, pendant une année, 2 ans, elle a réalisé le projet. Mais après, elle a vu même que l'agence qu'elle avait prise, ça n'a pas vraiment bien marché. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Je l'ai encouragée, j'ai dit non, il ne faut pas le prendre mal. C'est même des leçons. Comme ça, sur le prochain projet que tu vas faire, tu as déjà appris et elle a beaucoup appris. Et je lui ai dit de venir régulièrement. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant ses vacances, elle venait. Elle a vraiment pris, donc, je crois, en 2 ans, elle est venue, je crois, en tout cas, chaque année, elle venait au moins 2 fois ou 3 fois même. Qu'elle-même, elle suivait, elle commençait maintenant à suivre dans les détails. Elle allait même dans les marchés. Elle est même allée acheter du matériel. Une fois, elle s'est retrouvée même, elle devait se faire livrer du matériel elle s'est retrouvée jusqu'à 23 heures parce qu'elle-même, elle est allée. Elle a compris. Et elle a vu que maintenant, et là, on ne peut plus la dribbler. Je l'ai accompagnée et juste à ce que le projet s'est terminé. Après, maintenant, elle-même, elle a jugé. Maintenant, on continue à travailler et maintenant, c'est clair. On a signé même un partenariat avec elle sur les points sur lesquels moi, je peux l'aider et les points sur lesquels elle-même, elle va faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a compris, elle comprend maintenant tout. On discute, c'est même clair, hein? C'est clair à distance. Quand elle est là, les points elle suit. Quand elle n'est pas là, des points elle me laisse suivre pour elle. Comme on connaît chacun, et quand on discute, c'est bien connu tout ça. Mais c'est comme j'ai dit, le plus important, c'était pour elle de venir sur place et de comprendre. Et maintenant, son premier projet marche à merveille. Elle est même très étonnée, hein? Ça marche à merveille. Elle s'est mise maintenant sur un deuxième projet, sur un troisième projet même. Et maintenant, elle part sur la même philosophie. Et ça marche. Et elle est très contente. Alors qu'elle a dit que beaucoup de gens, quand elle parle avec eux, quand comme ils sont là-bas, ils ont déjà une mauvaise idée. Non, quand je vais rentrer, je ne vais pas trouver des bonnes personnes, on va me tromper, on va me faire ceci. Maintenant, elle maîtrise parce que je lui ai dit non, il faut que toi-même, tu t'impliques, que tu comprennes d'abord, ensuite tu pourras déléguer. C'est ça. Super. Merci C'est une beaucoup. très belle expérience. Merci, cher Emmanuel, pour votre feedback. Alors, s'il y a
les dernières questions avant que je puisse entrer sur communiquer, puis donner aussi la parole à quelqu'un que j'avais aussi invité spécialement pour cette activité. Elle aura aussi un mot à dire, peut-être si pas pour cette thématique, mais aussi se présenter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? On a 2 minutes. Voilà, en attendant que les autres puissent réagir sur le chat. Alors, est-ce que Madame Béni Mabela, vous êtes là? Oui, Ah, ok, merci. oui, Euh, tout le monde, on va- team. En tout cas, je tiens vraiment à féliciter, hein, premièrement les organisateurs et surtout les intervenantes. Vous étiez super et vous avez vraiment réussi à relever un petit peu la problématique qu'on rencontre aujourd'hui en RDC, mais pas qu'en RDC, hein, dans toute l'Afrique. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter par rapport à cela. Oui. Merci ah, super. beaucoup. Merci pour les encouragements. Mais on aimerait quand même connaître qui est Madame Béni, qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, ça, c'est toujours important, ces gens d'assises, de se connaître habituellement. Parfait. Alors, je suis Béni Mabela. Je suis vice-présidente de la Chambre de commerce national et économique de la RDC. Donc, je la chapeaute sur toute la zone Union européenne. Je suis mandatée pour pouvoir justement accompagner les entrepreneurs, mais aussi les partenaires financiers qui souhaitent venir investir au Congo. Voilà. Hormis cela, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi CEO de plusieurs structures, notamment la société Ben Search Solutions, qui aujourd'hui est une multinationale. On fait tout ce qui est conseil en management et transformation digitale des institutions publiques et privées. Nous accompagnons normalement des institutions dans leur développement en partant des zéros, bien sûr. On a un service du conseil en management stratégique. On a un service sur la transformation digitale des institutions. Nous avons des services liés à la formation et renforcement des capacités des hauts cadres, des chefs d'entreprise et des futurs chefs d'entreprise qu'on fait en collaboration avec l'Université Sorbonne où j'ai fait mes études. On a un service d'incubateur digital qui justement est là pour pouvoir accompagner les porteurs de projets, les gens qui hésitent encore, un peu comme Madame Emmanuel. J'ai bien vu un peu votre problématique. J'étais pareil avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai posé pas mal de questions, mais comme l'a dit l'intervenante tout à l'heure, tant qu'on n'ose pas, ben, on reste comme ça, quoi. Donc, il faut quand même oser y aller. Et c'est en osant qu'on fait des erreurs, mais c'est grâce à ces erreurs-là qu'on apprend aussi. Et notre dernier service qu'on propose, nous, c'est un service de financement des projets. Donc aujourd'hui, on accompagne des beaux projets à forte valeur ajoutée et fort impact socio-économique. On a mis en place un réseau d'investisseurs qui est principalement au Moyen-Orient ainsi que des top 10 des banques européennes qui accompagnent des beaux projets en Afrique. Voilà, ça peut aller de 100 millions de dollars jusqu'à plus, voire même des projets un peu moins, mais vraiment, il faut qu'il y ait une forte valeur ajoutée dans tout ça. Donc voilà. Par rapport à la thématique, je voulais quand même rebondir sur certains éléments. Pour se lancer normalement, il faut pas seulement voir ce que le voisin fait et puis voilà, faut pas se fier à la tendance du marché pour pouvoir se lancer. Comme l'a dit Madame Aboussa, si je me trompe pas, tout à l'heure, elle a dit il faut vraiment faire déjà ces études-là et puis avancer. Je voulais quand même vous partager mon expérience à moi qui a fait de moi vraiment qui a, comment dire, m'a permis de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat et puis aujourd'hui arriver où je suis aujourd'hui. Lorsque j'ai finalisé mes études, j'avais un très bon poste, hein. Je travaillais pour un beau média français. En fait, j'avais un bon poste, quoi, mais au bout d'un moment, j'avais quand même cette envie d'entreprendre. Et derrière, je n'osais pas parce que j'avais quand même eu pas mal de mauvaises expériences. J'ai voulu m'associer avec des gens au pays où j'ai envoyé l'argent pour créer quelque chose. Ben, tous les mois, je payais des factures. Un jour, j'ai décidé de descendre comme ça par surprise hein, pour aller voir comment évoluer mon affaire. Là, il n'y avait ni la société créée, il n'y avait rien du tout, quoi. Vous voyez un peu. Et quand j'ai même réclamé les statuts, on me ramène les statuts qui étaient tout chauds. Vous imaginez, ça avait la peine d'être imprimé avec un faux cachet de guichet unique. Donc là, j'ai Wow. compris que en tant qu'entrepreneur, il faudrait retrousser ses manches. Il faudrait retrousser ses manches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu, en fait, dans les cadres de mes études à la Sorbonne, j'ai travaillé sur la thématique pourquoi chez nous, ça ne marche pas.
pourquoi aujourd'hui en Afrique, par rapport aux entreprises européennes, on est toujours en retard. Donc, c'était un peu ça le sujet de ma thèse au niveau de la Sorbonne. J'ai comparé 10 entreprises triées un peu sur les volets en Afrique et en Europe, créées le même jour avec le même capital de $100 et 100 euros en Europe. Et j'ai étudié un petit peu leur développement, j'ai étudié un peu leur stratégie utilisée et surtout les éléments mis en place pour que la société puisse marcher. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais au bout d'une année, je me suis rendu compte qu'en Afrique, sur les 10 sociétés triées sur les vols, il n'y avait qu'une seule qui était encore debout. C'était en Côte d'Ivoire précisément, parce que le CEO était quelqu'un de la diaspora. Pour tous les autres, c'était ni vu ni connu. Tout avait disparu. Et pourtant, ici en Europe, les autres structures créées le même jour avec la même base. Il y a certains qui étaient déjà multinationales. Il y en a un qui est même entré en bourse. Vous voyez un peu. Et du coup, je me suis rapproché de ces CEO-là pour comprendre justement la cause et la raison de la cause et la raison en fait des succès et des différents échecs qu'on a eus. À 90% en Afrique, à 90%, on voyait quand même que les autres en Afrique, on s'est lancé parce que l'autre vend son pain. Je me mets à côté, ben, je vends mon pain aussi. Vous voyez, non? Et par contre, en Europe, avant que les gens se lancent, moi, j'ai beaucoup apprécié un monsieur qui vendait ses bonbons. Il m'a dit, quand je suis allée le voir, il m'a dit, Béni, il m'a sorti un gros bouquin. Voilà, c'est la stratégie que je prépare depuis 25 ans pour lancer mon truc, mon projet. Et quand elle a lancé, ça a matché directement. Bon, bref, pour faire le résumé, c'est de là que j'ai compris qu'il faudrait vraiment déjà préparer, structurer son projet. Deuxièmement, il faudrait voilà, arriver à le digitaliser et puis derrière à suivre quoi, et vraiment être vous-même sur place vraiment. Donc voilà, je laisse la parole à M. Bertrand. Je sais que j'ai trop parlé là. Je suis désolée de trop Vraiment, parler. vraiment, Et puis, merci. Non, non, c'est super allez-y. important pour nous que vous puissiez aussi dire un mot, partager aussi votre riche expérience, parce que la thématique, elle est tellement intéressante qu'on parlait du prix, on parlait des entrepreneurs, on parlait des services, ainsi de suite. Et votre expertise ou bien votre expérience pourrait aussi nous aider. Là, vous avez parlé d'un élément clé, d'un élément important, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur que, voilà, en vous lançant, que vous pouvez quand même un peu vous cogner, comme c'était le cas avec vous. Mais ça vous a aidé, ça vous a aidé, ça vous a forgé et ça vous a permis quand même de mieux comprendre ce à quoi vous voulez exactement. Parce que, euh, comme on le dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste des rêves que l'on réalise en un claquement de doigts. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Comme l'a dit Madame Théu, il faut commencer par toi-même, à t'y investir, à structurer, à y travailler et te lancer. Même quand tu te cognes, tu reviens, tu réajustes jusqu'à ce que tu auras de la maîtrise et puis les choses vont commencer à y aller. Je pense que ça, ce n'est qu'une première. On aura les prochains podcasts, on sera avec vous, dont on aimerait encore bénéficier un peu plus de votre expérience, un peu plus de ce que vous faites, un peu plus de tous ces entrepreneurs-là qui nous suivent, qui aimeraient, si pas bénéficier de vos expériences, mais aussi pas mal de choses que vous pouvez leur offrir afin, bien évidemment, d'émerger. Voilà, je pense que c'est cela. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations sur le chat, parce que nous sommes déjà en train d'atterrir. Madame Théu, il y a encore un mot à ajouter? Non, je crois que merci d'abord à Madame Béni d'avoir complété. Je pense que c'est ça l'essentiel, hein. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Moi, ça me passionne, hein, parce que c'est la base de beaucoup de choses, hein, qui font que peut-être que les entrepreneurs chez nous échouent. Mais vraiment, les entrepreneurs ne doivent pas arrêter de chercher à apprendre. Et surtout en Afrique, comme a dit Madame Béni, elle vient aussi de le montrer, à se professionnaliser. Parce qu'on est dans un monde maintenant, avec la mondialisation, personne ne peut se soustraire. Vous ne pouvez pas dire, non, je suis dans mon coin, je vais faire ce que je veux. Non, 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 non. Vous devez connaître les normes minimales pour une activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Et ensuite, vous allez maintenant commencer à mettre du vôtre. C'est comme on dit, on n'invente pas la roue, on la modifie. Les roues existent dans tous les domaines. Personne ne peut venir aujourd'hui pour dire que non, c'est moi qui suis le premier. Non, non, non. La roue existe. Il faut la connaître. Et ensuite, maintenant, avec vos capacités, avec ce que vous voulez faire, votre vision, tout ça, OK, c'est quelle partie de la roue que je veux modifier? C'est ça. Donc, ça veut dire
d'entrée de jeu, ça vous demande d'apprendre et de continuer à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On apprend de ses erreurs, on apprend des erreurs des autres, on apprend de ses expériences, des expériences des autres et on avance. Voilà sur quoi je peux conclure. Voilà, moi je nous dis merci. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu d'autres qui n'ont pas pris la parole. Je vois Bossé qui est là. Je vois Eunice, je vois Fataki, je vois Monsieur Jean-Paul Linjanja, je vois Léonie Mouyaya, je vois Jérémy Makobele, je vois Manuela. Alors, si vous n'avez pas des mots à dire, ni via le chat, je pense que nous allons clôturer. Il est 11h52 ici à Kinshasa. Comme on l'avait dit, notre programme prendra maximum 2 heures. On va essayer plus ou moins de respecter cela. Alors, tous ceux qui ont pris part à ce programme, on va vous envoyer un formulaire juste après ce programme. Ce formulaire nous permet non seulement d'évaluer ce qu'on vient de faire ici, nous permet aussi de voir si vous avez des attentes après ce que vous avez eu à apprendre ici. Les sortes qu'on voit ici, on peut tisser d'autres collaborations un peu plus tard. Donc, c'est cela. Et à part cela, nous allons disposer de ce programme qui s'est passé ici sur YouTube. Donc, ça va passer sur notre chaîne YouTube afin que nous la partagions, nous fassions vulgariser tout ce que nous partageons ici, les riches éléments que nous sommes en train de partager ici. Pour notre prochain podcast, on vous partagera le programme sur nos différentes pages sociales et on gardera contact pour la suite. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Merci Madame Théu pour votre temps, pour tout ce que vous nous avez partagé comme expérience. Merci à Stéphanie Kanga qui nous a énormément partagé aussi beaucoup de choses qui nous ont enrichis. Merci aussi à Madame Béni pour son intervention malgré son emploi du temps compliqué, mais elle a quand même accepté d'être là et puis de nous partager aussi sa brillante expérience. Et merci à nous tous qui avez pris part. Je pense que nous allons nous retrouver d'ici très peu et on vous tiendra au courant. Alors, quant à moi, je vous souhaite très bon week-end et à très prochainement. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous aussi d'avoir participé. Merci.